Cette fois, je reçois Amandine Van de Putte de l'APAC W. Ni l'un ni l'autre ne vous diront quelque chose. Amandine est responsable du secteur animal à l'APAC W, l'agence pour la promotion d'une agriculture de qualité en Wallonie. Et on va parler consommation pendant quelques minutes. En quasi-direct de la ferme Bertinchamp, qu'il ne faut pas confondre avec la brasserie Bertinchamp, éponyme mais pas au même endroit, je reçois aujourd'hui Amandine Van de Putte. Qui est Amandine Van de Putte ? Oh, une grande dame. Alors, je suis responsable auprès de l'Agence Wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité, des secteurs viandeux, petits et gros élevages, donc du plus gros animal au plus petit, en passant par l'escargot, la truite et l'abeille. D'accord, l'abeille, donc le miel. Et je suis responsable, ça veut dire quoi en français ? Ça veut dire que je m'assure que nos secteurs viandeux, donc du bovin jusqu'à l'abeille, soient soutenus dans leurs actions, dans leur promotion. Et donc on développe diverses actions et supports promotionnels pour leur assurer, je dirais, une visibilité qui soit la plus qualitative possible. Alors ça ne se voit pas bien dans les oreilles, mais avec nous à table, il y a Gary, qui est Gary Cooper, qui est là pour nous poser des questions, intervenir. Il ne connaît absolument rien au secteur, il ne connaît pas grand-chose à l'agriculture. Il a déjà vu un champ en voiture. Hein. Ouais, on est passé devant en arrivant ici. Tout à l'heure, on a les trucs verts. Non, mais c'est impressionnant de voir des animaux comme ça en vrai. En liberté. Et il est déjà sorti de Bruxelles à 2 reprises dans sa vie. Ouais. Et une fois pour aller aux Maldives et l'autre fois, c'était pour... Îles Canaries. Îles Canaries, voilà. Ouais. Et donc, Gary peut intervenir à n'importe quel moment pour poser des questions. Sur les Canaries. Sur les Canaries. Autres. D'ailleurs, est-ce que tu t'occupes de Canaries ? Pas encore. Les petits canaris ? Ça va être full protéines, mais c'est pas encore dans mon secteur. Quand tu vois un animal, tu penses protéines ou pas ? Non. Genre tu te balades dans un petit cours avec des chiens, tu te dis quoi ? Tu te dis celui-là, Je vais le manger, non ? On va manger. Donc, cette action de 3 ans qui s'est clôturée maintenant, quel était son but en fait exactement ? Alors l'objectif de la campagne était évidemment de soutenir le secteur bovin. Donc, en mettant en avant leur savoir-faire, leur passion, leur métier, montrer aux consommateurs que derrière chaque producteur, il y a un homme, il y a une femme qui travaille, qui a fait de son métier une véritable passion. On avait envie de sensibiliser les consommateurs à la consommation locale. Là, en l'occurrence, de viande bovine, mais ça pourrait être la consommation de manière générale de produits locaux. Donc, c'était vraiment pouvoir donner une information qui soit objective à l'ensemble, donc que ce soit les consommateurs, que ce soit les bouchers, que ce soit les restaurateurs. Donc, l'idée était vraiment qu'on puisse les interpeller par rapport à ce qu'il y avait à côté de chez eux et que ça leur donne peut-être, ou ça les pousse en tout cas, à s'y intéresser et voir à consommer. Alors, j'entends bien, mais je n'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux qu'on mange trop de bœuf, que c'est mauvais pour la planète. C'est vrai qu'au niveau de l'Europe, on vit sans doute une dernière campagne qui soit vraiment dédiée à la promotion de la viande bovine. Après, il y aura d'autres dossiers que nous pourrons rentrer. Maintenant, la consommation de la viande bovine, voilà, on ne pousse pas à la consommation, on essaie plutôt de sensibiliser en donnant des informations qui soient correctes, qui nous viennent d'experts indépendants, qui puissent mettre en avant, je dirais, les différentes caractéristiques en l'occurrence ici de la viande bovine, quoi. Et donc on met en avant aussi les aspects qui pourraient être négatifs. On sait que l'élevage a un impact sur l'environnement. Mais on sait qu'il peut avoir dans certaines circonstances un impact positif. Les prairies sont des puits à carbone, les herbivores synthétisent la cellulose qui elle-même emprisonne le CO. Donc c'est quand même vachement intéressant d'avoir des herbivores en pâture. Clairement, c'est intéressant, et certainement dans le sud du pays, puisque chez nous avons cette chance d'avoir énormément de prairies. Et donc on a un élevage qui est vraiment lié au pâturage. Maintenant, on ne se cache pas la face non plus, et on sait
qu'on a un impact sur l'environnement, on en est conscient et on y travaille. Ça veut dire qu'on met en place plein d'initiatives de manière à pouvoir réduire un maximum notre empreinte carbone. Et donc on évitera à l'avenir dans le sud du pays d'avoir des élevages gigantesques comme on peut avoir aux États-Unis ou au Brésil, des élevages de 1000 vaches comme il y en a existé en France. On travaille plus sur des petites entreprises avec un rapport plus direct à l'environnement. Alors ça, c'est une des caractéristiques de l'élevage wallon, c'est que nous avons effectivement des élevages qui sont plus de type familial, des élevages extensifs. Après, on est aussi dirigé par les normes européennes, hein, donc on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Et de toute façon, à l'avenir, le nombre de têtes, je dirais de bêtes par mètre carré ou par hectare va diminuer. Et donc, on devra suivre de toute façon les règles. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, il faut adapter des choses, il faut changer de certaines idées. En parlant d'idées, où en est-on dans la consommation de la viande ? Est-ce qu'elle est vraiment en chute libre telle que Internet le raconte, ou est-ce que c'est beaucoup plus nuancé que ça ? Alors c'est clair que depuis quelques années, la consommation de viande rouge est en baisse. C'est aussi lié au fait qu'il y a moins d'exploitation. C'est lié à différents facteurs. C'est aussi de nouvelles tendances alimentaires qui voient le jour. Les végétariens ont toujours existé, il y a des véganes. Après, ce sont des pourcentages très, très niches, très restreints. Donc, ça n'a pas, je pense, aujourd'hui beaucoup d'influence sur la consommation de bœuf. Mais c'est clair qu'on assiste à une légère diminution de consommation. Est-ce qu'il y a moins de producteurs locaux aussi de viande ou pas ? Alors justement, on faisait un petit constat tout à l'heure. C'est vrai qu'on a moins d'éleveurs bovins locaux depuis... les chiffres depuis 2016, je pense qu'on doit être quand même à presque 10 à 12% en moins. Ce qui est énorme. Hein. Ce qui est assez important, oui. Et donc on transforme de plus en plus de fermes en salles de mariage et d'événements. C'est ça que je me posais comme question. Et de pâturage en terrain à bâtir. Et donc c'est moche parce que d'un côté on perd, on dit qu'il ne faut pas bétonner, qu'il ne faut pas goudronner, mais d'un autre côté, chaque fois qu'une ferme disparaît, ça devient du terrain bétonné ou en tout cas construit. Donc c'est nettement moins bon pour l'environnement. La perte d'une ferme, c'est quelque chose de mauvais pour l'espace, pour la nature. Ah ben c'est clair que l'élevage façonne nos paysages aussi. Après, je ne dis pas que toutes ces fermes deviennent des fermes à mariage, hein, mais je dirais qu'un des gros problèmes, si on peut appeler ça un problème aujourd'hui, c'est que quand on a une ferme, est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y aura une continuité après et que les enfants ou les petits-enfants vont reprendre ? Et c'est un petit peu ça, on a des éleveurs vieillissants et les nouvelles générations ne sont peut-être pas prêtes ou ne sont pas encore là à reprendre l'exploitation, quoi. Oui, et à accepter les sacrifices qu'ont accepté les générations d'avant. Parce on voit de plus en plus de fermes où il n'y a que, quand c'est un couple, une des deux personnes, que ce soit la femme ou l'homme, qui travaille à la ferme, et l'autre personne du couple représente un revenu extérieur qui permet au couple de survivre, en fait. Alors, il y a effectivement ce type de modèle. Après, de plus en plus, quand même, travaillent ensemble, où il y a le mari souvent qui s'occupe de l'élevage et puis la femme qui s'occupe de la ferme, de la boucherie à la ferme ou de la boutique, ou qui s'occupe plutôt de l'administratif. Ah, donc c'est plus trop rentable d'être juste, entre guillemets, hein, juste, parce que c'est déjà très compliqué, éleveur. Mais est-ce que ça a déjà été super rentable ? Je ne sais pas. Alors, du coup, c'est vraiment un métier, c'est un métier passion, quoi, c'est ça ? Effectivement, c'est une passion. Ce sont des gens qui ont fait de leur passion un métier. Et je pense qu'on est très peu à le faire. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus, je dirais, louable et éloquent. C'est que ces personnes sont vraiment méritantes, en plus. Non seulement elles font ce qu'elles aiment, et puis elles le font 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et elles essayent d'en vivre. Et alors toi, en dehors de ta fonction à PAC W, j'entends bien que tu es passionné par ces gens. Comment tu vis cette espèce d'agribashing permanent de la part des urbains
quelle que soit leur génération d'ailleurs, hein, c'est pas forcément les jeunes. Vous savez, l'urbain ne sait plus ou ne sait pas ce qu'est une ferme, et donc il est persuadé que le fermier est porteur d'une grosse partie des malheurs du monde, avec la pollution, la maltraitance animale et toutes les couillonnades qu'on peut entendre. T'en penses quoi ? Alors, je ne vais pas leur jeter la pierre parce que je suis moi-même urbaine et je pense qu'avant de prendre mes fonctions à l'agence, j'aurais pu avoir ce type d'attitude, de comportement ou de réflexion. Après, je pense qu'une fois de plus, c'est une question d'information, de sensibilisation et que ces personnes citadines vivent dans leur cité, dans leur ville. Et ils ne vont peut-être pas très souvent à l'extérieur ou ne vont pas à la rencontre des producteurs, des éleveurs, des agriculteurs. Donc oui, de l'extérieur, moi qui suis un peu plus dedans aujourd'hui, je trouve ça très triste. Après, c'est aussi à nous, c'est aussi aux éleveurs à aller vers ces personnes et à communiquer. En fait, il faut que de part et d'autre, il y ait des ponts qui se construisent. Il faut qu'il y ait une relation qui se réinvente. Parce qu'il y a 2 ou 3 générations d'ici, enfin au moins 3, tout le monde avait un cousin ou une tante ou enfin qui était dans une ferme à la campagne. On passait ses vacances à la ferme, on allait voir à quoi ça ressemblait. On n'était pas tous allés à Acapulco et aux Maldives à 16 ans et on savait ce que c'était qu'une poule, un coq, une vache, alors qu'aujourd'hui tout ça a disparu. Enfin tout ça, ce généralisme, enfin ça a disparu dans la tête de beaucoup de gens. Et donc le truc pour toi, c'est recréons du lien, retissons des relations, réinventons des ponts. Exactement. Et c'est vrai qu'on en a eu un bel exemple quand on a fait nos visites dans les écoles hôtelières, là dernièrement. On était en province de Liège et on leur posait la question aux élèves, est-ce que vous habitez déjà dans le coin ? Est-ce que vous connaissez des producteurs qui sont tout près de chez vous ? Est-ce que vous avez déjà été ? Ils étaient tous en train de réfléchir, à part un ou deux. Ils disaient ouais, moi, mon père est agriculteur, et donc lui, il savait. Mais c'est une personne sur 10 dans la classe, où les autres disent non, en fait, je ne sais pas si j'ai une ferme à côté de chez moi. Et donc, ils se sont, je pense, jamais posé la question de tiens, j'irais bien voir ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, si je peux acheter quelque chose chez eux. Donc, les jeunes, entre guillemets, ont déjà un peu coupé ce pont et d'où l'importance, comme tu dis, Eric, de recréer ces liens entre, si pas la jeunesse, en tout cas le citadin et la terre, le terroir, la campagne. Ça, c'est peut-être parce qu'on pense pouvoir avoir toutes les informations sur Internet, alors que tout ce qu'on reçoit sur Internet est assez sélectif et va souvent dans le sens de la bien-pensance actuelle et tout ça, quoi. Donc ouais. J'aime bien que ce soit toi qui dis ça, parce que quand c'est moi, j'ai l'air d'un vieux con. Là, tu as l'air d'un jeune con, ça m'intéresse. C'est un truc. Non, du haut de ses 25 ans, c'est ça qui est intéressant. 26, pardon, excuse-moi. Tu viens de la campagne ? Non. Pas du tout ? Tu as déjà été à la campagne ? Ah oui, quand même. Oui, non, mais je veux dire, pas pour passer une après-midi à vélo, je veux dire, t'as déjà été dans une ferme ? Ouais, déjà, en classe verte et des trucs comme ça. Non, mais en vrai, en vrai... Genre, j'ai pas pensé, je me suis pas réveillé un matin en me disant je vais aller dans une ferme aujourd'hui et je vais voir un petit peu ce qui s'y passe. Je te propose qu'on fasse ça. On va faire un podcast un jour, on va appeler ça Gary à la ferme et on va t'emmener. C'est une chouette idée, non ? On va t'emmener à la ferme. Je vais te montrer, on va voir si tu vois la différence, par exemple, entre une génisse et une vache. Tu connais la différence ? Non. Est-ce que tu connais la différence ? Non, je connais pas la différence. Voilà, tu vois. Donc il y a du boulot. Tu vas faire croire à tout le monde que je suis con, mais non. Non, c'est pas du tout ça, justement. C'est toi-même qui le dis. La génisse n'a jamais eu de veau et elle a un tout petit pis. Ça se voit à l'œil nu. La vache, elle a déjà eu un veau et donc son pis s'est développé, en fait. C'est ça que tu vois la différence. Tu me demandes la différence entre un grand adolescent et un petit adulte. C'est pareil, quoi. Non, parce que la taille du pin. Enfin, tu m'emmènes sur des terrains où je ne veux pas aller. C'est pas la taille qui compte. C'est mal. C'est mal. C'est très années 80, tes conversations. Non, mais enfin, voilà, j'ai eu cette réflexion-là. Tout comme une réflexion que je me pose, c'est. Enfin, là, je fais un grand blanc parce que c'est difficile de construire ça à haute voix. Mais c'est facile de défendre le végétarianisme, mais c'est beaucoup moins facile de défendre les gens qui mangent de la viande. L'omnivorisme. Enfin, je sais pas comment appeler ça. Le carnivore, oui. Non, l'omnivore, parce qu'on ne se nourrit pas que de viande. Parce que moi, dans ma tête, il y a beaucoup d'arguments pour défendre
le végétarianisme, alors qu'il y en a très très peu, ou bien des moins lourds dans la balance pour défendre les gens qui mangent de la viande. Et donc du coup, moi c'est par là que je passe, hein, c'est vraiment... Non, mais c'est un J'ai débat pas intéressant. beaucoup réfléchi à cette question non plus, mais... Tu as beaucoup de réponses pour défendre les végétariens. Rien que de penser... là, je vais sortir les arguments de base, j'imagine, parce que je me suis pas du tout Bien-être préparé non plus. animal. C'est ça, bien-être animal, une vie c'est une vie, etc. etc. Ouais. Alors, On va pas dire pareil pour une carotte, quoi. Non, mais par exemple, il faut savoir un truc, c'est que une vache à l'état sauvage, ça n'existe pas. Hein. Ouais. Et elles ont été modelées, on va dire ça comme ça, par l'humain depuis des millénaires pour être ce qu'elles sont, c'est-à-dire productrices de lait et productrices de viande. Et si même on arrêtait l'élevage demain matin, on ne peut rien faire de ces vaches. Une vache qui produit du lait, si on ne la traite pas, elle est dans une souffrance inouïe. C'est vrai ? Ah oui, elle doit vraiment être traite, elle doit vraiment être, comment dirais-je, pour parler vraiment platement, elle doit être vidée. Elle a horriblement mal. Alors maintenant, on revient à des variétés de vaches, et par croisement, etc., qui sont moins productrices de lait. Mais on est allé dans les années 80-90 sur des volumes de lait produits qui étaient aberrants. Mais ces vaches étaient en vraie souffrance. Tu vois, le problème, c'est que les arguments pro-légumes ou anti, etc., sont des arguments qui n'entendent pas la contradiction, ou en tout cas qui n'entendent pas le dialogue. Ça, c'est Élever des vaches, moi quand j'entends parler de mal-être animal, je viens de la campagne, il y a une ferme en face de chez moi, on allait ramasser les vaches au pré l'après-midi pour les ramener à la traite, et on les ramenait en pâture après quand j'étais gamin. Une vache qui souffre, c'est un manque à gagner terrible pour un fermier. Donc il n'y a pas de bêtes qui souffrent. C'est une légende. Et quand ils les font souffrir, c'est que c'est des gros cons. Et voilà. Mais je ne dis pas que le monde n'est pas peuplé de cons, hein, mais tous les fermiers ne font pas souffrir leurs bêtes. Et le fait de les traire, c'est pas les faire souffrir, c'est au contraire éviter qu'elles aient mal. Donc il faut bien... En fait, il y a une intrication importante entre l'humain et l'animal. Et donc l'animal a été façonné pour nourrir l'humain. Et on ne peut pas s'arrêter comme ça. Il faut peut-être changer le truc, ça je ne dis pas. Mais on ne peut pas s'arrêter comme ça c'est sûr. Ok, mais de toute façon, moi là, je suis dans une démarche pour juste apprendre et comprendre, quoi. C'est pour ça que on était là et tout ça, quoi. Donc, tout à fait. Mais tout m'intéresse là. Par exemple, on ne peut pas planter... Les pâturages qui sont dans le sud du pays sont sur des terres beaucoup trop pauvres que pour être transformées en terres agricoles. Donc on ne peut rien en faire, sauf planter du sapin. Et ça, c'est nettement moins bon pour les sols que les vaches. Et pour l'environnement. Mais on aime bien les sapins. Parce mais que c'est Noël, ça c'est cool quand même. Hein. mais c'est nettement moins bon pour les sols que les herbivores. Et donc, il faut se dire que l'entretien des paysages, l'entretien simplement des pâturages vient par les animaux aussi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi l'avenir ? Alors, je ne m'appelle pas Madame Irma. Non, tu t'appelles Amandine. Voilà, je n'ai pas encore ma boule de cristal. Mais l'avenir, on espère que l'avenir sera le plus pérenne possible. Après, c'est vrai. Mais à quel niveau pérenne ? Pérenne en termes de... déjà pour les animaux, hein, qu'on continue à pouvoir les nourrir correctement, à ce qu'elles puissent paître calmement aussi dans leur pré, que l'avenir soit pérenne pour nos producteurs, qu'ils soient enfin rétribués au juste prix. Et ça, c'est une question vraiment importante et c'est aussi quelque chose dont les gens n'ont pas conscience. C'est que les animaux sont vendus à des prix qui sont ridiculement bas, en fait. Et donc, on rêve tous d'animaux qui ne vivent que d'herbe et d'eau fraîche. Malheureusement, les conditions du marché font que certains producteurs sont obligés de serrer un peu les coûts de production. Et donc peut-être qu'il faut se dire aussi dans la démarche que nous devons accepter un prix réel. Quand on voit du poulet à 3,40 du kilo, on sait que c'est pas fait chez nous et on sait qu'il n'y a aucun bien-être animal. C'est pas possible avec la main-d'œuvre, etc. Et ça, je pense que c'est une question de votre part à vous, producteurs, à PAC-W, à mettre en avant. C'est que tant qu'on n'acceptera pas de payer un prix correct, il faudra accepter aussi des conséquences moins heureuses. Bon, vas-y, je te laisse. Il faut que le consommateur comprenne que la qualité aujourd'hui, ça a un prix. Et on ne va pas passer du simple au double, hein,
Mais juste rajouter un petit pourcentage sur le prix qu'on demande aujourd'hui pourrait permettre au producteur de lui s'y retrouver un petit peu plus. Parce qu'aujourd'hui, de nombreux secteurs, qu'ils soient porcins, bovins, volailles, sont vraiment en difficulté. Ah, mais moi, je voulais un petit peu rebondir là-dessus. Voilà, j'ai 26 ans, pas énorme salaire, rien du tout, encore aux études et tout. Mais je me demandais s'il n'y avait pas des conseils de consommation de viande ou quoi que ce soit, que j'aille pas chercher mon poulet à 3 euros peut-être tous les jours, mais que je me fasse un peu plus plaisir. Prendre un bon poulet une fois tous les 2 jours, je sais pas. Moins mais mieux. C'est la base de tout. Hein. Exactement. Choisis la qualité. Après, en termes de conseils, c'est assez compliqué parce qu'idéalement, il faudrait que si tu vas chez ton boucher, que tu poses la question à ton boucher, d'où vient le poulet que vous allez me vendre ou que vous avez dans votre étal. Si tu vas dans un supermarché, regarde les étiquettes. On est obligé aujourd'hui de marquer l'origine, si pas d'abattage, au moins d'élevage. Pose-toi la question, on regarde un petit peu d'où viennent les choses que tu vas acheter et d'où viennent les produits. Après, c'est pas parce que... Oui, ça, on le dit souvent aussi. Alors, c'est pas parce que c'est local que c'est meilleur. Mais comme tous les produits. Mais donc, il faut s'interroger. Quand c'est local, ça fait vivre un environnement direct. C'est des gens que l'on peut croiser. Socialement, ça a un impact aussi, qui est plutôt positif, puisque ça maintient des gens à l'emploi dans les campagnes. Ça soutient l'économie locale, de toute façon. C'est vrai qu'on a l'impression, quand on dit local, que c'est limite un gage de qualité, alors que pas du tout, en fait. Ça a quand même un peu un gage de qualité, parce que tu sais que ça s'est fait à côté de chez toi. Et donc, tu as, entre guillemets, si pas un contrôle, tu peux avoir les informations assez facilement. Quand tu vas chercher de la viande en Nouvelle-Zélande, tu sais rien. Oui, c'est ça, au niveau législation. Tu vois, par exemple, un label comme le label bio, chez nous, c'est un label avec un cahier de charge très clair, qui est un label dans d'autres parties du monde qui s'appelle organique, et qui n'a pas du tout le même label, les mêmes cahiers de charge. Mais nous faisons un pote-au-pote avec ça, et on se dit c'est du bio, on ne se pose pas de questions. Ouais. Mais le bœuf bio argentin, il n'est pas du tout traité comme le bœuf bio belge, français ou allemand. Il est vraiment totalement différent. Et donc, je pense que c'est important Pour moi, le local a une importance à ce niveau-là. C'est qu'on parle le même langage. Je ne parle pas de langue, mais le même langage au niveau encadrement, au niveau fonctionnement. Et c'est énorme. Il y a dans certains pays, aux États-Unis, en Amérique du Sud, des hormones autorisées dans la viande, totalement légales, qui sont totalement interdites chez nous. Et pourtant, on importe la viande de ces pays-là parce qu'il y a une série d'accords bilatéraux, qu'il faut qu'on importe des viandes qui contiennent des trucs que les agriculteurs de chez nous ne peuvent pas utiliser. Je savais pas. Intéressant. Tu as bien fait de venir. J'ai bien fait de venir, ouais. Tu as bien fait de venir. Et vous avez bien fait d'écouter. Ouais, non, c'était une bonne idée. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. Amandine, une dernière question. Le futur. Donc, l'Europe coupe les budgets du bœuf parce que c'est mal. Et on fait quoi alors? Encore d'autres actions? Encore Est-ce qu'il ne faut pas parler aux jeunes? Est-ce qu'il ne faut pas retourner dans les écoles et expliquer aux gamins qu'une vache, ça mange de l'herbe et pas des drèches de soja? Sachant d'ailleurs que la drèche de soja est un sous-produit du soja et que l'humain s'est servi du soja d'abord. Parce que souvent on dit, tiens, on apporte du soja pour l'élevage, mais en fait ce qu'on utilise pour les animaux, c'est un déchet du soja. C'est des résidus, quoi. Ouais. C'est comme pour quand tu fais de la bière, les drèches de céréales, ça va aux animaux. Après, certains en font les biscuits aujourd'hui, hein, mais donc tout ce qu'on ne consomme pas, ça va aux animaux. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais pour eux. Hein. Mais ça veut dire qu'on n'importe pas forcément du soja pour les animaux. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant aussi. On n'en apporte pas. On ne donne pas de soja, c'est les résidus qu'on leur donne. Parce que tu vois, souvent on dit, Gary, on dit la déforestation, c'est à cause du soja qu'on fait pousser pour donner aux animaux. En Europe, en tout cas, on ne donne pas de soja. On donne un déchet. Mais ce soja, on l'utilise dans pour faire tout. Le lait, pour faire... On fait du lait de soja, oui, c'est vrai, mais on l'utilise dans les biscuits, on l'utilise dans plein de trucs. Donc c'est d'abord nous qui nous servons, et puis le déchet, le sous-produit va aux animaux. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à devoir comprendre ou à devoir connaître dans le milieu de l'alimentaire que c'est un peu hors de portée de la plupart des communs. C'est pour ça qu'on fait des podcasts. Oui, c'est ça. À part si on s'y plonge à fond avec toi, Amandine, du coup. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que avant que je travaille à l'agence, je ne m'en inquiétais que très peu.
Et c'est à force aussi, parce que ça m'intéresse également. Donc aujourd'hui, à la place de prendre 1 heure pour faire mes courses, j'en prends 2h30, parce que je lis chaque étiquette. Parce que sur chaque étiquette, normalement, légalement, ils sont obligés de marquer l'ensemble des ingrédients. Et dès que je vois un ingrédient avec un E, un truc, un bazar, ou que ça dépasse une liste de plus de 5 ingrédients, je sais que je tombe dans un produit ultra transformé. Et j'ai pas envie de manger de produits ultra transformés. Donc, au lieu d'acheter une lasagne qui est déjà toute faite, j'irai acheter chaque ingrédient séparément et je la ferai moi-même. C'est ce que Nicolas Guggenbuhl expliquait, le nutritionniste de chez Carotte. C'est important de revenir à des préparations qui sont faites à la maison, au lieu d'acheter des préparations qui sont déjà faites, parce que forcément, pour que les aliments soient conservés, on doit rajouter des choses. Et donc, forcément, ce sont des choses qui ne sont pas totalement naturelles. Et puis je pense même qu'au rendement prix, on y gagne aussi, hein, à cuisiner soi-même. C'est logique, puisqu'il faut payer la main-d'œuvre, l'emballage, etc. Tu cuisines en masse et tu manges en masse. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de cuisiner en réfléchissant, en se disant voilà, je ne vais pas utiliser toute ma courgette pour faire, j'en sais rien, moi, mon millefeuille. Mais le reste de la courgette, je vais en faire autre chose. Et donc, oui, on cuisine plusieurs trucs en même temps, mais cuisiner, c'est pas Top Chef, mais ça, on en parlera une autre fois, c'est promis. Avec plaisir. On va se quitter ? Déjà ? J'en suis désespéré. On se reverra, je suis sûr. On se réentendra, puisqu'on ne se voit pas. On se réentendra. Merci, Gary. Merci à vous. Merci, Paul, qui est aux manettes, que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas. Si vous l'entendiez, c'est que ça avait foiré. Donc, tant qu'à faire, si tout est parfait, c'est grâce à lui. Salut, Gary. Salut, Paul. Merci Salut, à Eric. vous. Amandine, à bientôt. Eric, merci. Merci à vous d'avoir écouté.